Dans les recoins les plus sombres de la conscience humaine, là où les pensées murmurent plus qu'elles ne parlent, existe un phénomène silencieux, presque spectral, des êtres entourés de monde, mais qui se sentent pourtant invisibles. Ce paradoxe, aussi ancien que l'humanité, commence comme un frisson à peine perceptible, puis devient un vide qui dévore. C'est l'histoire de vies entières vécues dans l'ombre, non pas faute de lumière, mais faute d'être réellement vues. Un drame contemporain où l'âme s'efface doucement, comme une silhouette plongée dans un brouillard épais, jusqu'à se demander si elle existe encore. Les statistiques modernes révèlent un fait terrifiant. Près de 60% des individus qui se disent entourés avouent de ne pas se sentir connectés. C'est un chiffre froid, clinique, mais derrière lui se cachent des nuits silencieuses, des messages non lus, des conversations où ils hochent la tête alors que personne ne remarque leur disparition intérieure. Selon les neurosciences, la sensation d'invisibilité active les mêmes zones que la douleur physique. L'exclusion, même subtile, est traitée par le cerveau comme une blessure. Les chercheurs appellent cela la douleur sociale. Jung, lui, l'avait dit autrement. Être ignoré, c'est être amputé d'une part de soi. Mais les traditions anciennes portent un savoir encore plus profond. Dans le bouddhisme zen, on décrit l'homme de brume, celui qui marche au milieu des autres sans jamais laisser d'empreinte. Dans la mythologie grecque, le destin d'Écho raconte la tragédie de ceux dont la voix se perd dans le vacarme des autres. Dans les textes chrétiens, on retrouve l'image de l'âme transparente, présente parmi les foules mais effacée devant les regards. Toutes ces visions décrivent des êtres à la fois vivants et effacés, présents, mais oubliés, existants, mais dissous dans le silence. Regarde-les dans leurs scènes quotidiennes. Au travail, ils sourient, ils saluent, ils participent, mais leurs paroles glissent sur les conversations comme si elles n'avaient aucun poids. Dans les groupes, ils sont là, mais jamais au centre. Leur téléphone vibre rarement. Leur absence ne crée pas de vide. Leur présence ne crée pas de lumière. Ils vivent dans un état d'existence suspendu, une sorte de demi-vie émotionnelle où tout semble passer à travers eux. On ne les rejette pas, mais on ne les choisit jamais. Et cette nuance tue plus lentement que le rejet, mais plus profondément. Le premier signe de danger est toujours discret. Ils commencent à parler moins, à ajuster leur voix pour ne pas déranger, à hocher la tête plus qu'ils ne questionnent, à s'excuser d'exister. Ils deviennent des spectres dans leur propre vie. L'esprit, saturé de solitude non dite, active alors un mécanisme d'auto-effacement. Ils se rendent encore plus invisibles pour éviter la douleur de ne pas être vus. C'est un cercle vicieux, un labyrinthe intérieur où chaque pas efface l'empreinte du précédent. Mais la contagion s'étend bien au-delà d'eux. Une personne qui se sent invisible influence subtilement tout son environnement. Elle devient celle à qui on ne demande jamais son avis, celle que les autres interrompent sans le remarquer, celle dont les émotions se dissolvent dans le bruit ambiant. Dans les familles, cela crée des dynamiques terribles. L'enfant qui se tait pour ne pas déranger, l'adulte qui supporte tout en silence, le parent qui sourit mécaniquement pour cacher une solitude millénaire. Dans les groupes sociaux, ces personnes deviennent des présences fantômes, essentielles mais effacées, aimées mais non perçues, connues mais jamais reconnues. Pour survivre à ce type de réalité psychique, il faut un protocole précis. Le premier geste, récupérer sa propre existence même si cela signifie déranger. Le deuxième, briser la stratégie d'auto-effacement qui, sous prétexte de protection, tue lentement l'âme. Le troisième, imposer sa présence comme un acte de survie, un regard direct, une parole affirmée, une limite posée avec la force tranquille de ceux qui refusent de disparaître. Et voici la vérité sombre, le murmure final de ce premier chapitre. Ceux qui se sentent invisibles ne cherchent pas à être admirés. Ils cherchent simplement une preuve qu'ils existent encore. Une fois que tu comprends cela, la brume autour d'eux se dissipe, et tu commences enfin à les voir. Dans les zones les plus obscures du vécu émotionnel, là où l'âme respire en silence pour ne pas déranger, se trouve une vérité que la plupart préfèrent ignorer. On peut être entouré de centaines de voix, et pourtant mourir de solitude intérieure. Ceux qui se sentent invisibles au milieu de la foule ne sont pas simplement timides ou réservés. Ils vivent un décalage profond entre leur présence physique et leur existence perçue, un gouffre, un hiatus. Une fracture intérieure qui transforme chaque interaction en miroir opaque. Ils parlent, mais leurs mots tombent au sol avant d'atteindre quelqu'un. Ils sourient, mais leur sourire glisse hors du cadre. Ils existent, mais personne ne les voit. Les neurosciences te confirment un phénomène glaçant. Lorsque quelqu'un vit dans une invisibilité sociale prolongée, le cerveau active des zones similaires à celles stimulées lors d'un deuil. Oui, un deuil. L'esprit se comporte comme s'il avait perdu quelque chose de vital, la reconnaissance. Le cortex singulaire antérieur, responsable de l'intégration sociale, se met à fonctionner en mode d'alerte. L'individu commence à interpréter chaque silence comme un rejet, chaque oubli comme une preuve de sa non-existence. Jung parlait de ces êtres comme de voyageurs de l'ombre,
ceux qui traversent le monde en laissant une présence trop légère pour être remarquée. Le danger, disait-il, n'est pas d'être seul. Le danger est d'être seul parmi les autres. Mais bien avant Jung, les anciens avaient déjà compris. Dans la philosophie grecque, on décrivait les âmes invisibles comme les fils d'Hermès, condamnés à marcher vite, à passer inaperçus, à glisser entre les conversations. Dans la tradition soufie, l'être invisible est celui qui porte un voile trop lourd pour son cœur. Dans les mythes nordiques, on parlait de ceux qui marchent derrière le vent, les individus toujours présents mais jamais regardés. Toutes ces visions montrent la même tragédie, la perte progressive de sa propre densité humaine. Observe-les attentivement dans leur quotidien. Ils s'assoient souvent légèrement en retrait, comme s'ils voulaient se fondre dans la pièce. Ils répondent brièvement pour éviter d'être un poids. Ils s'excusent avant même d'avoir parlé. Leur voix est douce, mesurée, presque effacée, mais ce n'est pas une douceur naturelle, c'est une stratégie de survie. Leur corps se replie, leurs épaules s'arrondissent, leurs gestes se font plus petits. L'invisibilité n'est pas une caractéristique, c'est un entraînement, un conditionnement, une adaptation à un monde qui ne les regarde pas. Les premiers signes sont toujours subtils. Ils arrêtent moins de proposer des idées, puis de donner leur avis, puis de parler de leurs sentiments. Leur rictus devient une façade, leur rire un souffle. Ils développent un talent rare, disparaître sans partir. Rester là, mais sans occuper d'espace. Vivre dans un monde où même leurs proches oublient parfois leur présence. Et ce genre d'invisibilité n'est pas une absence, c'est une souffrance active. Mais ce phénomène n'est pas seulement interne. Il se propage comme une onde, déformant les dynamiques autour d'eux. Dans une famille, la personne invisible devient le réceptacle silencieux de toutes les tensions, celle qui hausse les épaules, qui accepte, qui absorbe. Dans les groupes d'amis, elle devient celle qu'on oublie d'inviter, non par méchanceté, mais parce qu'elle a trop bien appris à ne pas déranger. Dans les couples, elle devient le partenaire silencieux, celui qui s'efface pour que l'autre brille, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il ressent réellement. Ce climat crée un champ émotionnel particulier, une zone grise, une atmosphère stagnante où l'individu se dilue dans la présence des autres. Et pire encore, cette invisibilité peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Plus ils se sentent non vus, plus ils s'effacent. Plus ils s'effacent, moins on les voit. Un cercle qui se referme comme une spirale, serrant lentement l'esprit jusqu'à faire taire la moindre étincelle de vitalité. Pour survivre dans cette spirale, il faut un protocole précis, presque rituel. D'abord, réapprendre à occuper l'espace. Pas physiquement, mais psychiquement. Lever les yeux, parler même quand la voix tremble, affirmer son ressenti, même s'il semble trop léger pour être entendu. Ensuite, interrompre le cycle de l'auto-effacement, cette mécanique destructrice qui pousse l'individu à disparaître avant que quelqu'un ne le fasse pour lui. Enfin, créer un territoire intérieur où sa propre présence est innégociable. Et voici la phrase qui clôt ce chapitre comme un souffle froid dans la nuque. On ne souffre pas parce qu'on est seul, on souffre parce que personne ne remarque qu'on existe. Quand cette vérité se grave dans la conscience, le monde ne paraît plus aussi bruyant qu'avant. Il paraît étrangement vide. Dans les profondeurs les plus silencieuses du psychisme, là où les émotions deviennent des ombres et les pensées des silhouettes mouvantes, un phénomène encore plus troublant se dévoile. L'effacement intérieur. Ceux qui se sentent invisibles au milieu des autres ne disparaissent pas seulement aux yeux du monde. Ils commencent lentement à disparaître d'eux-mêmes. C'est une corrosion progressive, une évaporation identitaire qui ne fait aucun bruit, comme une bougie qui s'éteint sans fumer. Leur esprit finit par leur murmurer une phrase terrible. « Si personne ne me voit, alors peut-être que je ne suis rien ». Et c'est à cet instant que l'invisibilité cesse d'être une simple perception pour devenir une tragédie psychologique. Selon la psychologie cognitive moderne, lorsqu'une personne reçoit peu ou pas de reconnaissance sociale, une altération se produit dans le fonctionnement de son cortex préfrontal. Ce dernier, responsable de la perception de soi et de la valeur personnelle, diminue en activité. Parallèlement, l'amygdale s'hyperactive, comme si l'esprit vivait en alerte constante. Le cerveau interprète l'absence de regard comme un danger existentiel. La science parle de déficit de validation externe, mais Jung l'avait formulé bien plus crûment. Être non vu, c'est mourir symboliquement. Les individus invisibles ne saignent pas, mais ils s'éteignent, lentement, comme une lumière qui manque d'oxygène. Les traditions anciennes connaissaient ce drame, avant même que la neurologie ne le nomme. Dans le taoïsme, on disait que ce que le monde ne regarde pas se dissolve dans le courant du vide. Dans les rites chamaniques d'Amazonie, l'invisible est décrit comme un cœur sans tambour, une âme qui n'a plus de vibration propre. Dans la mythologie japonaise, les Hitodama, esprits silencieux, représentent ceux dont la présence n'a jamais été reconnue. Tous ces récits racontent le même phénomène, une personne privée de regard finit par devenir une silhouette pâle dans sa propre existence. Et pourtant, ces êtres continuent de vivre, de marcher, de travailler. Ils rient, même parfois. Mais quelque chose manque dans leurs gestes, une densité,
une certitude. Leur présence est trop légère, comme si elle n'appartenait pas réellement à l'espace qu'elle occupe. Observe-les dans les moments ordinaires. Ils hésitent toujours avant de prendre la parole, attendant une permission qui ne vient jamais. Ils se placent instinctivement en retrait, effaçant leurs pas pour ne laisser aucune trace. Ils se surprennent à dire « désolé », même quand ils ne gênent personne. Leur vie entière devient un exercice de discrétion extrême. Le signe le plus inquiétant ? Ils cessent progressivement de ressentir qu'ils méritent quoi que ce soit. Ils se contentent de miettes d'attention. Ils interprètent la gentillesse comme un accident et l'indifférence comme un verdict. Leur esprit se contracte, leur monde intérieur se rétrécit. Ils deviennent spectateurs de leur propre vie, regardant les scènes défiler comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. C'est une dissociation subtile, un glissement de l'être vers son ombre. Mais cette invisibilité n'est pas seulement une douleur personnelle, elle contamine l'environnement. Ces individus deviennent des absorbants émotionnels. Ils écoutent les autres sans jamais être écoutés. Ils soutiennent sans jamais être soutenus. Ils existent comme des murs doux, solides, silencieux, indispensables, mais jamais considérés. Dans les familles, ils deviennent les piliers oubliés. Dans les groupes, les présences silencieuses dont personne ne connaît vraiment les pensées. Dans les couples, les partenaires transparents qui s'effacent pour éviter le moindre conflit. Cette dynamique crée un champ énergétique particulier, un vide magnétique. Plus ils se sentent invisibles, plus ils attirent des personnes égocentriques, bruyantes, demandeuses. Plus ils donnent, plus ils disparaissent. Plus ils disparaissent, plus ils souffrent. C'est une spirale à la fois psychologique et spirituelle, un vortex qui avale toute affirmation de soi. Pour survivre dans cet état, il faut un protocole radical. Commencer par réapprendre à s'entendre soi-même, se parler, se nommer, se voir. Cela semble simple, mais c'est une révolution intérieure. Ensuite, occuper un espace symbolique, même minuscule. Une phrase dite sans s'excuser, un refus posé sans trembler, une présence assumée sans se justifier. Enfin, couper progressivement les liens avec ceux qui profitent de l'invisibilité de l'autre pour briller davantage. L'invisibilité n'est pas un défaut, mais une blessure. Elle doit être traitée comme telle. Voici la phrase qui clôt ce 3e chapitre, comme un souffle noir au creux de l'âme. On ne disparaît jamais d'un coup. On disparaît chaque fois qu'on accepte de ne pas être vu. Et quand cette prise de conscience frappe, l'ombre commence enfin à réclamer sa lumière. Dans les territoires les plus silencieux du cœur humain, là où les blessures ne saignent pas mais résonnent, un phénomène encore plus sombre se révèle, l'effacement relationnel. Ceux qui se sentent invisibles, même entourés, ne se contentent pas de disparaître intérieurement, ils deviennent les réceptacles émotionnels de leur entourage, comme si leur absence de place les condamnait à porter celle des autres. Leur invisibilité devient un service involontaire, un rôle qu'ils n'ont jamais choisi, mais que tout le monde leur impose. Ils écoutent, mais on ne les écoute pas. Ils soutiennent, mais on ne les soutient pas. Ils existent pour que les autres puissent exister davantage, et c'est ainsi que leur identité se dissout, lentement, méthodiquement, comme une ombre sous la pluie. Les neurosciences prouvent aujourd'hui ce que les anciens avaient pressenti. Lorsqu'un individu ne reçoit pas de reconnaissance sociale, le cerveau modifie sa perception de sa propre valeur. Les circuits dopaminergiques s'affaiblissent. L'insula, centre du sentiment d'existence, se met à fonctionner en mode réduit. Cela crée un état que les chercheurs appellent dévalorisation liminale. Une zone où l'on ne se sent ni totalement vivant, ni totalement mort, mais suspendu. Une existence fantôme. Jung, fidèle à sa vision prophétique, avait prévenu « L'être non reconnu par autrui finit par ne plus se reconnaître lui-même ». Et cette prophétie s'accomplit un peu plus chaque jour pour ceux qui vivent dans l'invisibilité. Les traditions anciennes parlent de ces êtres avec une douceur tragique. Dans le bouddhisme, on les appelle « ceux qui marchent derrière leur propre souffle ». Dans la tradition celte, ils sont les âmes grises, indispensables à l'équilibre du clan, mais rarement nommées. Dans la Kabbale, on les décrit comme les lumières couvertes, des étincelles qui ne trouvent jamais de miroir pour briller. Ces visions convergent toutes vers une même idée. L'invisibilité n'est pas un état physique, c'est une blessure spirituelle. Dans leur quotidien, les signes deviennent des scènes entières. À table, ils attendent toujours que tout le monde soit servi avant de prendre leur propre assiette, comme si leur faim importait moins. Lors des conversations, ils acquiescent, sourient, valident. Ils se placent instinctivement là où ils dérangent le moins, comme s'ils avaient appris depuis l'enfance que leur existence devait être discrète, et quand ils disparaissent dans quelques jours, personne ne demande vraiment pourquoi. Leur absence est remarquée comme on remarque un changement de lumière, avec un léger inconfort, mais sans émotion. C'est l'une des souffrances les plus profondes, constater que son absence ne crée aucun vide. Mais le signe le plus terrifiant est celui-ci. Ils deviennent reconnaissants pour la moindre attention, même malhabiles, même intéressés. Un simple « ça va » peut devenir un événement. Un geste de gentillesse leur paraît presque suspect.
Ils apprennent à se contenter de miettes émotionnelles parce qu'ils ont oublié qu'ils méritent plus. Leur esprit se referme, leur identité se contracte. Ils deviennent des ombres volontaires parce que le monde leur a appris que la lumière ne leur était pas destinée. Et ce phénomène ne s'arrête pas à eux. Ils déforment leur entourage. Les invisibles deviennent les permanences émotionnelles de leur famille, les soutiens silencieux des couples, les confidents des groupes. Tout le monde vient déposer ses douleurs dans leurs bras ouverts. Mais jamais personne ne remarque qu'ils n'ont pas d'espace pour déposer les leurs. Ils deviennent des puits, des réservoirs, des coffres forts humains. Et à force d'être utiles, ils cessent d'être vus. Cette dynamique crée un terrain psychologique explosif, un déséquilibre invisible. Plus ils donnent, moins ils existent. Plus ils s'effacent, plus les autres les utilisent comme fondation émotionnelle. Et un jour, sans prévenir, ils se réveillent avec une pensée glaciale. Si je partais demain, que changerait-il vraiment ? Ce questionnement n'est pas théorique. C'est une alarme intérieure, un cri étouffé par des années d'indifférence. Pour survivre dans un tel paysage, un protocole précis est indispensable. D'abord, retirer son énergie des relations qui profitent de l'effacement. Ensuite, créer une frontière symbolique, un simple « non », un « je n'ai pas le temps », un « je veux parler de moi aussi ». Ces phrases, pour eux, sont des révolutions. Enfin, reconstruire progressivement une présence. Pas une présence bruyante, mais une présence affirmée, consciente, indiscutable. L'invisible doit redevenir visible pour lui-même avant d'espérer l'être pour les autres. Et voici la phrase qui clôt ce chapitre, comme une bénédiction sombre. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu n'existes pas, c'est parce que tu existes que tu finiras par être vu. Quand cette vérité s'enracine, l'invisible commence enfin à respirer autrement. Dans les plis les plus profonds de l'âme, là où le silence devient une langue et la solitude une respiration, un phénomène encore plus sinistre se dévoile. L'autodisparition émotionnelle. Ceux qui se sentent invisibles, même entourés, ne subissent pas seulement le regard absent des autres, ils apprennent à se retirer d'eux-mêmes, à s'effacer volontairement pour éviter de ressentir la douleur d'être négligés. Ce n'est plus le monde qui ne les voit pas, c'est eux qui cessent de se regarder comme si leur propre existence devenait trop lourde, trop inutile, trop floue pour être portée consciemment. Les neurosciences appellent cela désengagement affectif interne. Lorsque quelqu'un vit trop longtemps dans l'invisibilité, le cerveau met en place un mécanisme protecteur cruel. Il anesthésie les émotions positives pour amortir l'impact de la douleur sociale. L'individu ne ressent plus pleinement ni l'enthousiasme, ni la joie, ni la fierté. Il devient spectateur de son propre quotidien, comme s'il regardait sa vie à travers une vitre opaque. Jung l'avait déjà compris. L'âme qui n'est pas reconnue se retire en silence. Et cette retraite, bien que silencieuse, est terriblement destructrice. Les traditions anciennes racontaient ce phénomène avec une sagesse poétique. Dans la philosophie hindoue, on parle de prana faible, l'énergie vitale qui se replie lorsque personne ne la reflète. Dans le bouddhisme japonais, l'invisible est décrit comme l'homme du vide, celui dont la présence ne fait plus vibrer l'espace. Dans les mythes européens, l'être oublié devient une ombre blanche, ni vivante ni morte, glissant entre les autres, sans jamais toucher leur cœur. Toutes ces images décrivent la même chute, l'effacement de soi par manque de regard. Observe-les dans leur quotidien avec une attention glaciale. Ils parlent de moins fort, ils rient moins franchement. Ils évitent manque d'interrompre de peur d'être un poids. Ils s'habituent à n'être que les coulisses des conversations, les arrière-plans des scènes sociales. Leur corps même raconte l'histoire. Épaules baissées, regard fuyant, mains calmes mais crispées. Ils n'occupent non pas d'espace, ils le traversent. Ils s'excusent avant même de déranger. Leur langage est rempli de phrases comme « c'est rien, je comprends, t'inquiète ». Tout en eux est une tentative d'être moins présent pour souffrir moins fort. Mais le signe le plus glaçant apparaît lorsque leur esprit commence à croire qu'ils sont interchangeables, qu'ils n'ont pas d'unicité, qu'ils ne manqueront à personne. Ils développent une sorte d'humilité morbide. Si je pars plus tôt, personne ne le verra. Leur monde intérieur devient une pièce sombre avec une seule fenêtre. Et cette fenêtre donne sur le dos des autres. Rien n'est plus dangereux que cette pensée. Ne pas mériter d'être visible. Et cette dynamique ne reste jamais isolée. Elle contamine. Dans les familles, la personne invisible devient celle qui porte tout en silence. Celle qu'on oublie de consulter mais qu'on sollicite constamment. Dans les groupes, elle devient l'ami pratique, utile, docile, jamais invité au premier plan. Dans les relations amoureuses, elle devient le partenaire transparent, celui qui s'adapte, qui écoute, qui soutient, mais dont les besoins disparaissent derrière ceux de l'autre. Le monde, sans s'en rendre compte, commence à utiliser l'invisible comme un sol émotionnel, un sol qu'on ne regarde jamais, mais sur lequel tout repose. Et ce phénomène a un effet collectif terrifiant. Il crée des réalités, où l'invisibilité devient la norme. Des environnements où les voix fortes dominent, où les énergies bruyantes écrasent les silencieuses, où ceux qui ne réclament rien reçoivent encore moins. C'est une forme de distorsion sociale, un champ psychique,
où l'invisible se dissout dans la masse comme une goutte d'encre tombée dans l'océan. Pour survivre à cet effacement progressif, un protocole est nécessaire, un acte de résistance intérieure. D'abord, reconnaître la blessure, la nommer, car ce qui est nommé cesse d'être invisible. Ensuite, réintroduire des gestes minuscules de présence, répondre sans s'excuser, affirmer un désir, demander un retour, prendre un espace, même infime. Enfin, s'extraire des environnements où l'invisibilité est encouragée, car rester là où on ne te voit pas, c'est collaborer à sa propre disparition. Et voici la phrase qui clôt ce chapitre avec la gravité d'un oracle. Ceux qui s'effacent pour souffrir moins finissent par ne plus savoir comment revenir. Car l'invisible, un jour, doit choisir, continuer à disparaître ou commencer à renaître. Dans les abîmes silencieux où l'esprit se replie pour survivre, là où même la lumière hésite à entrer, se dévoile le dernier et le plus sombre secret de ceux qui se sentent invisibles. Ils finissent en par croire que leur absence vaut plus que leur présence. C'est le stade ultime de l'invisibilité psychologique. Non plus un manque de regard extérieur, non plus un effacement relationnel, mais une disparition volontaire, progressive, presque méthodique de soi-même. Une descente douce, sans cri, sans chute spectaculaire, mais dont chaque marche rapproche un peu plus l'âme de son propre néant. La neuropsychologie contemporaine observe ce phénomène avec une précision glaçante. Lorsque l'individu vit une invisibilité prolongée, le cerveau réduit l'activité du réseau de science, ce système interne qui signale que quelque chose compte, que quelque chose mérite attention. Lentement, tragiquement, la personne cesse de s'inclure dans ce réseau. Elle s'exclut de sa propre importance. Les chercheurs appellent cela désactivation du soi subjectif. Jung, dans sa langue prophétique, parlait plutôt de la mort de l'image intérieure. Deux termes, une même réalité. L'être ne ressent plus qu'il est un être, et pourtant ce mécanisme avait été compris bien avant la science. Dans le bouddhisme, c'est la notion de non-présence pathologique, non pas la sagesse du vide, mais la souffrance de l'effacement. Dans les sagesses nord-africaines, on disait que celui qui n'est pas nommé par le clan devient poussière. Dans la mystique chrétienne, l'âme ignorée devient terre aride, non pas parce qu'elle manque de lumière, mais parce qu'on a cessé de la toucher. Dans les vieux contes nordiques, l'invisible devient un fardeau léger que personne ne sent, une présence que le vent emporte sans résistance. Toutes ces traditions racontent la même tragédie, la perte intérieure du sentiment d'exister. Dans la vie quotidienne, ce phénomène se traduit par des scènes silencieuses et déchirantes. L'invisible prépare un repas entier et ne mange presque rien. Il répond aux messages avec soin, mais ne reçoit qu'un vu. Il entre dans une pièce, et personne ne tourne la tête. Il parle, et on lui coupe la parole sans malveillance, simplement parce que sa voix est devenue trop douce pour être entendue. Il ressent, mais ne dit rien, de peur que son émotion tombe dans le vide. Chaque jour, une petite partie de lui se détache, se dissout, disparaît. Non pas d'un coup, mais comme une écriture qui s'efface sous la pluie. Le signe le plus terrifiant apparaît dans leurs pensées nocturnes. Ils commencent à croire qu'ils dérangent en existant, qu'ils sont un poids en respirant, qu'ils pourraient disparaître un instant, et que rien ne changerait vraiment. Ils deviennent les gardiens silencieux des autres, mais jamais les gardiens d'eux-mêmes. Ils sourient pour ne pas inquiéter, s'effacent pour ne pas décevoir, se taisent pour ne pas alourdir. Et dans cette discipline mortelle, ils deviennent des experts en disparition douce. Ce n'est pas un désir de mourir, c'est un désir de ne plus gêner. Et ce désir est infiniment plus sournois. Mais l'invisibilité ne reste jamais confinée. Elle s'étend, elle déforme les dynamiques autour d'eux. Elle crée des environnements où l'on valorise les voix fortes et où l'on confond discrétion avec insignifiance. La société elle-même devient un théâtre où les invisibles servent de décor. Ils sont les piliers silencieux qui maintiennent les autres debout. Ils sont les confidents épuisés, les épaules disponibles, les présences stables, mais jamais célébrées. Ils donnent tant que le monde oublie qu'ils peuvent aussi tomber. Et alors vient l'un des phénomènes les plus sombres. L'invisibilité attire les prédateurs émotionnels, ceux qui se nourrissent de l'attention, de la disponibilité, de la douceur, ceux qui repèrent les êtres effacés comme on repère une faille dans un mur. Et l'invisible, trop habitué à ne pas exister, laisse entrer ses présences dévorantes. Il se dilue encore davantage, perdant les frontières psychiques qu'il avait déjà du mal à maintenir. Dans ses relations déséquilibrées, il devient l'ombre du nombre. Pour sortir de cet état, il ne suffit pas de prendre confiance. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une reconstruction, une renaissance, un acte de survie. Le protocole final est simple mais brutal. Se reconnaître soi-même avant de chercher à être reconnu. Redevenir visible pour soi, même si le monde reste aveugle. Poser des limites, même minuscules, même tremblantes. Réapprendre à occuper l'espace, non par force mais par légitimité, car l'invisibilité est un poison lent, et seul un retour à soi peut en interrompre le cours. Et voici la phrase sombre, dense, ultime, celle qui te suivra comme un écho dans un couloir vide.
Ceux qui deviennent invisibles aux yeux des autres finissent souvent par disparaître de leur propre regard, et c'est là que commence la vraie nuit. Mais même dans la nuit la plus profonde, une seule chose peut tout changer. Se voir, ne serait-ce qu'une fois, avec une honnêteté absolue.